Aujourd'hui, on accueille Olivier. Olivier qui est le responsable des investissements chez Blox. Aujourd'hui, on va décider de parler de tout ce qui est immobilier commercial parce qu'on entend beaucoup parler autour de l'immobilier fractionné de biens commerciaux. Tantième a commencé avec un bien commercial, Blox a commencé avec un bien commercial et se spécialise dans les biens commerciaux. Donc, il y a tout un sujet autour de tout ça. C'est un sujet qui est totalement différent de l'immobilier résidentiel et Olivier est là pour nous l'expliquer aujourd'hui. Bonjour Olivier. En quelques Bonjour. mots, peux-tu nous expliquer un petit peu quelle est ton expérience, quelle est un petit peu ta légitimité pour parler de ce sujet-là? Très bien. Écoutez, donc effectivement, merci Alexandre. J'ai pour ma part une expérience de plus de 30 ans à la tête de sociétés internationales qui font du conseil en immobilier commercial. Ce que l'on appelle l'immobilier commercial touche aussi bien les bureaux, les commerces, les entrepôts que les hôtels et les résidences gérées. Donc ces groupes internationaux sont des groupes américains cotés. Je suis passé chez JLL, je suis passé chez Cushman & Wakefield, CBRE et Colliers International. Les trois dernières structures, j'en étais le responsable pour la France. Donc, ce sont des activités qui nous amènent à traiter au niveau national l'intégralité des problématiques liées à l'immobilier commercial, à savoir la gestion, l'expertise, la transaction, la transformation, l'accompagnement des utilisateurs et tout ce qui est réglementaire autour de l'immobilier commercial. C'est une activité qui est très directement préemptée par les institutionnels. Donc, c'est un marché business to business qui touche relativement peu les investisseurs utilisateurs et les investisseurs particuliers. Et c'est pour ça un petit peu qu'aujourd'hui, on va parler de Blox et que je vous expliquerai peut-être pourquoi je me suis orienté vers cette nouvelle activité qui va toucher un peu plus le grand public. Et justement, est-ce que tu peux nous dire un peu plus quel est ton rôle? Parce que j'ai dit responsable des investissements, mais en quoi ça concerne chez Blox? Alors, on va dire que je couvre toute la partie immobilière avec mon associé Grégory Touré qui lui-même a une expérience forte en immobilier commercial. Donc mon activité consiste aussi bien à être en contact et en relation avec l'ensemble des acteurs qui sont susceptibles de nous apporter de bonnes idées, que l'on appelle peut-être parfois les porteurs de projets, donc qui sont des propriétaires de biens commerciaux, qui sont des agents immobiliers qui sont en charge de la cession, de la location et de l'acquisition de biens commerciaux, et tous les acteurs qui gravitent autour de cet univers-là, qui peuvent être les property managers, les experts immobiliers, les notaires, les avocats. Donc mon rôle consiste à garder le contact avec ces gens-là que je connais depuis très longtemps maintenant, de sorte à pouvoir sourcer les meilleures opportunités et pouvoir proposer ensuite au travers de Blox des opportunités que l'on a sélectionnées et qui nous paraissent être, pour différentes raisons que l'on évoquera peut-être après, les meilleures opportunités du marché. Tu nous parlais justement que c'était un marché essentiellement de professionnels. Est-ce que tu sais un petit peu quelle est la proportion de professionnels et de personnes particulières dans ce marché-là? Oui, on va dire que cet univers-là, qui concerne les professionnels, est à 90% trusté par des professionnels qui sont soit des institutions, soit des particuliers qui ont constitué des foncières importantes et qui n'agissent que sur ce segment-là. Donc 90, peut-être 95% en fait du marché national. Si on prend les grosses opérations, les transactions immobilières en immobilier commercial en France représentent historiquement sur les 10 dernières années entre 20 et 30 milliards d'euros investis. Sur ces 20 ou 30 milliards d'euros, on va trouver dans une toute petite proportion quelques particuliers qui de temps en temps font des opérations et font des opérations souvent de toute petite taille. C'est souvent les personnes un peu aisées, qui ont des métiers un peu confortables et qui peuvent se permettre d'acheter justement des commerces. Et je pense qu'on peut en venir directement un petit peu aux raisons pour lesquelles ces personnes-là vont un petit peu sur ces commerces-là. Parce que finalement, c'est des personnes qui sont souvent très occupées. Quels sont les avantages, à tes yeux, le plus gros avantage, si tu devais en retenir qu'un dans un premier temps de l'immobilier commercial? Je dirais que le plus gros avantage, c'est la sécurité d'avoir comme interlocuteur non pas une personne physique, mais une personne morale. Donc une société qui exerce sur place soit une activité où elle embauche du monde et elle exerce cette activité dans des bureaux avec des équipes, donc il est assez difficile de déloger les équipes régulièrement, ou bien quand il s'agit d'immobilier commercial, de boutique, qui est la préoccupation de Blox, un chiffre d'affaires généré avec une clientèle qui vient consommer, acheter dans le local en question. Donc, je dirais la sécurité pour ces raisons-là, essentiellement. Et après, il y a plein d'autres raisons.
Ouais, je pensais notamment pour les profils que j'ai évoqués un peu plus tôt, donc les personnes aisées, les particuliers aisés qui achèteraient des boutiques, c'est aussi une certaine forme de passivité plus importante que pour de l'immobilier résidentiel, parce qu'on est sur des beaux lots. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces beaux commerciaux, les avantages et les inconvénients, peut-être en comparant au résidentiel, qui est peut-être le référentiel le plus simple pour les personnes? C'est vrai, c'est vrai. L'immobilier commercial déjà est régi par un décret qui date de 1953, qui est un décret donc très long qui a été prouvé, éprouvé et retravaillé depuis lors. Donc un bail commercial pour une boutique, c'est un bail en général de 9 ans, 9 années. Donc le propriétaire s'engage pour 9 années à confier son commerce à un utilisateur. Le commerçant, lui, a la possibilité tous les 3 ans, 6 ans et 9 ans de pouvoir résilier son bail et pouvoir quitter le local. Par rapport à cet engagement, le locataire a également une obligation qui est d'entretenir, de gérer et de générer sur place un chiffre d'affaires, ce qui lui donne la possibilité d'obtenir ce que l'on appelle la propriété commerciale, qui est un droit qui est assez unique dans le monde, qui est un droit lié au droit français. Donc la propriété commerciale lui donne la possibilité de pouvoir céder à tout moment, dans le courant de son bail, l'usage qu'il fait du local, sa clientèle, son nom et son stock. Donc c'est une valeur qui est assez importante puisque en règle générale, le bail commercial ou la propriété commerciale est directement rattaché à son fonds de commerce. Le fonds de commerce, donc c'est son activité, et il a la possibilité de le céder pour souvent entre 5 et 15 fois son loyer annuel. Donc c'est pour lui une rente. C'est un élément important à signaler. Et puis je dirais que autour de tout cela, il y a différents engagements que le commerçant prend vis-à-vis de son propriétaire, qui rassurent le propriétaire au niveau de l'entretien, au niveau du paiement des taxes et impôts, et au niveau donc de la pérennité que l'on peut trouver effectivement sur ce genre de local. Pour reprendre ce que tu disais, Alexandre, effectivement, les particuliers que l'on voit investir dans l'immobilier commercial sont souvent des gens qui ont été en contact avec justement la gestion d'un bail pour une entreprise qu'ils ont dirigée ou pour des commerces qu'ils ont exécutés. Et en règle générale, ils savent en comprendre l'intérêt et donc ils reviennent sur ce placement-là parce que déjà, on a la durée du bail, effectivement, la garantie d'avoir un locataire qui est obligé de payer son loyer, sinon il perd sa propriété commerciale et donc le fonds de commerce Qui, comme tu l'as dit, vaut entre 5 et 15 ans de chiffre d'affaires. Donc, c'est de bénéfices, pardon, c'est pas rien, quoi. Voilà, ce qui est pas rien du tout. Effectivement, je le mettais en relation avec les annuités locatives, mais c'est effectivement un pourcentage également, un multiple de son chiffre d'affaires. Donc, ça n'est pas rien, effectivement. Alors qu'en résidentiel, on a un locataire qui doit prouver qu'il gagne X par rapport au loyer, qui a un salaire en règle générale ou qui a des revenus par rapport à son activité individuelle, et il n'y a pas plus que son activité individuelle pour garantir le paiement d'un loyer. Oui, puis en résidentiel, en plus, l'activité de la personne peut s'arrêter rapidement. Elle peut aussi quitter très rapidement, sans aucune difficulté, le logement, alors que, on a bien vu qu'il y avait une période de 3 ans à minima pour les beaux commerciaux, ce qui permet d'avoir au moins un peu de visibilité. Je suis actuellement concerné par des petits soucis avec un de mes locataires, et c'est vrai que si j'avais eu cette visibilité, ça m'aurait évité, je pense, ces petits soucis-là. Mais bon, c'est une autre histoire. On va pas se concentrer là-dessus. En termes de vacances locatives, il y a moins de renouvellement, mais au global, est-ce qu'on est plutôt comment tu parlerais de la vacance locative sur ce type d'immobilier? Alors, je dirais que, bon, premièrement, si on regarde très généralement, il faut pas se cacher la face. Depuis quelques années, les commerces ont souffert. Donc, certains emplacements ont été libérés par leurs locataires et certaines rues voient des emplacements qui ne sont pas reloués. Donc, il y a un risque locatif pour tout bien immobilier, quel qu'il soit. C'est la même chose pour le résidentiel. En règle générale, ce qui se passe, c'est que le locataire, comme je viens de le dire précédemment, a tout intérêt à payer son loyer, sinon il peut perdre sa propriété commerciale et donc son droit au bail ou la valeur de son fonds de commerce. Donc c'est un élément quand même rassurant, beaucoup plus que pour le résidentiel. Parallèlement, ce que l'on regarde et qui est assez essentiel, en tout cas nous dans les choix qu'on en fait en tant que professionnel de l'immobilier commercial, c'est que l'on regarde un indicateur qui est ce que l'on appelle le taux d'effort, à savoir que c'est en gros ce que le locataire est capable de payer en fonction du chiffre d'affaires qu'il génère dans son local. Et en règle générale, pour les commerces, en fonction de l'activité, ce taux d'effort est entre 5 et 15% de son chiffre d'affaires annuel.
Lorsqu'on dépasse ces chiffres-là, on considère qu'on peut mettre en risque le locataire, puisqu'on peut on peut l'obliger à générer plus de chiffre d'affaires, ce qu'il n'est pas toujours en capacité de faire, ou payer plus dans son chiffre d'affaires en loyer, ce qu'il n'a peut-être pas envie de faire. Dans ces cas-là, on prend un risque et on risque d'avoir un vide locatif ou une tension sur les loyers. Donc, l'élément de base, c'est le loyer payé. Et si le loyer payé, qui est corrélé au chiffre d'affaires généré par le locataire, est en phase avec les chiffres de marché, en règle générale, le locataire a tout intérêt à payer son loyer. Donc, on ne rencontre pas de vide locatif. Donc, je résume, je dirais que si les loyers sont trop élevés, on a plus de chances d'avoir un locataire qui part ou qui ne peut pas payer, qui peut faire défaut au niveau de son paiement locatif. Et si le loyer est bas ou en dessous des valeurs moyennes de marché, on a beaucoup plus de chances d'avoir un locataire pérenne. Donc, en résumé, on a aujourd'hui, d'après ce que tu me dis ici, on a quand même une vacance locative qui est moins fréquente. Ça va arriver, peut-être si quelqu'un fait faillite, ça arrive quand même. Hein, c'est les histoires de la vie dans un commerce, ou à l'issue d'un bail, parce que la personne veut trouver un emplacement qui est peut-être plus cohérent avec son activité. Par contre, en cas de vacances locatives, sur un marché, disons, moyennement tendu, combien de temps on mettrait à retrouver un locataire? J'imagine que c'est un peu plus long, par contre, que pour du résidentiel, parce qu'on est quand même sur un bail qui est un peu plus compliqué à mettre en place. Alors, c'est pas forcément plus compliqué, mais effectivement, ça prend peut-être un peu plus de temps parce que la demande est parfois moins importante que l'offre. Il se trouve que lorsqu'on est dans un commerce de proximité, un commerce de quartier, lorsque l'on achète une activité qui est bien implantée dans son périmètre, on met relativement peu de temps à trouver un repreneur. Je dirais que c'est dans l'ordre de 3 à 6 mois à peu près pour trouver un repreneur, sachant que le locataire s'engage, et on n'en a pas parlé, mais s'engage également au niveau de la prise de son bail à couvrir avec un dépôt de garantie entre 3 et 6 mois du loyer. Donc le dépôt de garantie pour un bail commercial est entre 3 et 6 mois. Donc ce qui laisse un petit peu de temps pour voir venir les choses. Imaginons qu'effectivement le locataire est prétexté payer son loyer avec décalage et qu'il n'y arrive plus à un moment donné. On va se retrouver avec certainement un décalage entre le dépôt de garantie que l'on peut encaisser et la prise d'un nouveau bail ou d'un nouveau locataire. Donc ça peut être de l'ordre de 2, 3, 4 mois. Mais il ne faut pas oublier que la valeur du fonds de commerce existera toujours. En l'occurrence, un emplacement qui a du sens, le propriétaire peut récupérer la possibilité de céder son pas de porte et dans ces cas-là, récupérer les arriérés de loyer qui auraient pu être laissés par le précédent locataire, ce qui n'arrive pas en résidentiel. Tu parlais de pas de porte, de fonds de commerce. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Quelles sont les différences? Oui, le pas de porte, c'est un mot péjoratif. Le fonds de commerce est un élément juridique. Le droit au bail, c'est un élément juridique aussi. Donc, les deux fonds de commerce et droit au bail sont liés. Quand on cède son fonds de commerce, on cède son nom, son activité, sa clientèle et son stock. Quand on cède uniquement son droit au bail, on donne accès à un nouvel utilisateur, peut-être dans une autre activité, au bail lié au local commercial et pas forcément à l'activité du prédécesseur. Mais c'est quelque chose qui se fait assez régulièrement. Donc, c'est vendre son emplacement ou son commerce, si on doit simplifier à l'extrême. Exactement, exactement. On n'a pas encore parlé, mais dans ce bail, il y a beaucoup de choses qui diffèrent d'un bail classique. Au niveau des charges, au niveau de l'indexation du loyer. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça? Parce que je pense que c'est des éléments importants pour que les gens comprennent, parce que ça fait partie des gros avantages de l'immobilier commercial, de mon point de vue. Alors déjà, premièrement, pour parler du loyer, le bail en immobilier commercial, le loyer est libre. Le loyer est libre alors qu'en résidentiel, il est plafonné, la plupart du temps dans les grandes villes. Même s'il est libre, de temps en temps, le gouvernement peut s'interférer, ce qui a été le cas tout à fait récemment, puisque ce bail étant indexé sur l'inflation, pour faire simple, les baux commerciaux sont indexés sur l'inflation. Quand on a une inflation galopante, ce qui est le cas ces derniers temps, à plus de 6%, voire 7%, le gouvernement peut interférer pour protéger les commerçants et caper l'augmentation du loyer, ce qui a été le cas, puisque là, les baux commerciaux ont été capés à 3,5%. Il y a quand même 3,5% d'augmentation pour l'année 2022 et pour l'année 2023, puisque ça a été amendé tout à fait récemment. Donc ça, les éléments dont je parle sont assez importants, puisqu'on
Donc, on pourrait considérer que si le gouvernement n'intervenait pas, l'inflation est l'élément d'augmentation du loyer. Donc, c'est un élément assez important. Et comme les loyers sont libres, on fait ce que l'on veut. Le deuxième élément qui est important, c'est qu'au niveau de l'engagement locatif, un locataire pour une boutique, compte tenu du fait qu'il exerce sur place son activité avec sa société, souvent, il y a une personne morale qui représente le locataire, donc qui donne un peu plus de garantie qu'une personne physique, puisqu'on a un fonds de commerce, encore une fois un stock, etc., que l'on peut éventuellement faire jouer dans la négociation. Le locataire a, par rapport à cela, l'engagement d'entretenir et de gérer l'intégralité du paiement des taxes, charges et impôts qui sont afférents à son local. Donc, en règle générale, le locataire paye l'intégralité des taxes, charges et impôts. Le propriétaire n'a pas donc à les supporter, sauf pour un élément qui est en règle générale discutable, qui est lié à un article du Code civil qui concerne la prise en charge et la responsabilité de ce que l'on appelle le clos et le couvert, à savoir le toit et les façades, qui restent en général à la charge du propriétaire. Donc l'article 606. Donc pour le résidentiel, on sait bien que le locataire peut répercuter beaucoup de charges au propriétaire et n'en paye qu'une partie. Et enfin, le troisième élément qui est important, c'est que en matière d'entretien et de travaux, c'est le locataire qui a l'entretien et les travaux à réaliser sur place pour que son local soit toujours en bon état d'usage et soit fonctionnel. Donc si une chaudière tombe en panne, c'est le locataire qui doit s'en charger et qui doit la réparer. Alors qu'en résidentiel, on sait que c'est le propriétaire. S'il y a une porte cassée ou quelque chose comme ça, même chose, c'est le locataire qui en prend la responsabilité intégralement. Ouais, ce qui est très très intéressant pour des investisseurs, puisque finalement la différence entre le rendement brut et le rendement net est beaucoup plus resserrée qu'en immobilier locatif, où quand on prend la taxe foncière, quand on prend les différentes charges dans une copropriété qui a un peu de charges, voire dans des immeubles un peu vétustes où on a des travaux régulièrement, on peut vite se retrouver avec à payer la moitié presque de ses loyers en charges ou en impôts. Et là, la différence va être beaucoup 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 plus faible. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas en immobilier commercial, il y a beaucoup moins de mauvaises surprises en fait, puisqu'on a un lien avec son locataire assez régulièrement. Bon, élément que j'aurais pu rajouter, mais c'est qu'effectivement, également pour la fréquence des paiements des loyers, en immobilier commercial, on a l'habitude de payer les loyers trimestriellement. Maintenant, il y a cette possibilité de les faire payer mensuellement, mais en règle générale, il y a un petit peu moins de gestion récurrente au niveau de l'envoi de quittance et de relations avec son locataire. Donc, on sait gérer ça plus facilement, ce qui permet d'avoir une bonne relation avec son locataire aussi, ce qui permet d'être censé comprendre quels sont ses besoins et puis d'ouvrir les discussions sur certains éléments lorsque c'est nécessaire. Oui, puis le fait d'avoir aussi moins de trucs, d'éléments à la charge du propriétaire, il y a moins de discussions pour des petits détails entre le propriétaire et le locataire. Le locataire va de lui-même, c'est pour son activité, c'est pour sa propre image, donc il n'a pas d'intérêt à laisser son local se détériorer, alors que au contraire, entre un locataire et un propriétaire dans le résidentiel, ça peut vite créer des situations de tension parce que est-ce que ça a été cassé par un mauvais usage ou est-ce que c'est la vétusté? Il y a toujours des très gros débats entre propriétaires et locataires. Il y a un élément, Alexandre, dont j'aurais pu parler, c'est en matière de garantie ou de complément d'apport et de sécurité entre le commercial et le résidentiel. C'est qu'en résidentiel, maintenant, on ne peut plus demander une caution personnelle ou une caution bancaire à son locataire, sauf s'il loue le bien à partir d'une société. En immobilier commercial, il est assez fréquent de demander, en plus de la garantie de la société, une garantie à première demande, donc une caution bancaire, qui peut être de 6 mois à 1 an. Donc, ça donne une garantie supplémentaire sur l'obligation de payer son loyer. Effectivement, intéressant. Maintenant, si disons que avec mon locataire, ça se passe pas très bien, le locataire n'est plus très en forme d'un point de vue financier, et il va au redressement judiciaire parce que c'est sa seule issue. Comment ça se passe pour nous propriétaires? Parce que je sais il peut y avoir des petites difficultés ou quelques mois d'impayés potentiellement durant cette période-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette procédure? Alors effectivement, il peut y avoir ce type de risque, puisque comme tout placement, comme tout investissement en immobilier, cet investissement comporte des risques. Donc effectivement, on peut se retrouver dans une situation où le propriétaire n'est pas le créancier privilégié, mais il passe après les impôts, après différentes structures, l'URSSAF et d'autres. Et effectivement, il faut dans ces cas-là soit négocier avec l'administrateur judiciaire la possibilité de pouvoir récupérer son bail et d'intervenir
soit dans un premier cas en prétextant la possibilité de pouvoir céder le droit au bail et pouvoir rembourser la dette du locataire par l'intermédiaire de l'administrateur judiciaire en reprenant la main pour pouvoir relouer son local, soit en attendant que l'intégralité des créanciers soit payée et récupérer son local longtemps après. Mais je dirais que ces situations-là ne se produisent que lorsque la relation entre le locataire et le propriétaire est distante, lorsque les gérants des baux ont de multitudes de baux à gérer et n'ont pas connaissance des problématiques du locataire. Et je dirais qu'un propriétaire qui a l'habitude de gérer son bail commercial est en général relativement proche de son locataire et en tout cas essaye de sentir assez régulièrement quelle est l'évolution de son chiffre d'affaires. Tout locataire quel qu'il soit, en résidentiel ou en commercial, a tendance à se plaindre, à noircir un peu le tableau. Donc, quand on voit que les informations qui viennent du locataire commencent à être négatives, le meilleur moyen de procéder, c'est d'aller le voir et d'essayer de comprendre réellement ce qui se passe, de regarder son bilan également, puisqu'on passe par une société, donc les comptes sont publiés la plupart du temps, et d'essayer de comprendre quelles sont les problématiques. S'il y a une problématique, n'attendons pas que le locataire se mette en redressement pour pouvoir trouver une solution avec lui. Je pense que on doit pouvoir la trouver bien plus tôt, cette solution. Oui, effectivement, c'est la relation avec le locataire est ici très importante. Dans le cas où ça se produit, quelle serait, on va dire, la durée d'impayé moyenne que tu as pu observer dans ta carrière? Alors, je dirais que déjà, premièrement, on a le dépôt de garantie que l'on peut percevoir, donc 3 à 6 mois, qui couvre un petit peu les problématiques. On a encore une fois, comme je le disais, la possibilité de récupérer un droit d'entrée, un droit au bail ou une partie financière au moment de l'arrivée du nouveau locataire qui peut compenser une perte. Mais je dirais que habituellement, un administrateur judiciaire n'a pas d'intérêt à laisser traîner la situation, d'autant que s'il n'y a plus de stock derrière et qu'il n'y a rien à négocier, le seul élément pour lui qui lui permettrait de négocier au mieux, c'est de stopper le paiement des loyers et d'essayer de récupérer sur le fonds de commerce potentiel ou sur le droit au bail une partie de la somme. Donc, en règle générale, pour répondre à ta question, moi, j'ai rarement eu de cas qui amènent à plus de 6 mois d'impayés sur un bail commercial, sur une boutique en tout cas. Très, très rarement. Ce qui est du coup relativement rassurant, parce que comme on est sur des bails relativement longs, même si on a 6 mois sans loyer, finalement, si la personne est restée pendant 9 ans, le pourcentage de vacances locatives reste tout à fait acceptable. Maintenant, on pourrait parler un petit peu du marché du commerce, parce que je pense qu'il y a en ce moment des choses importantes qui se passent à ce niveau-là. Avec, de manière générale, tu vas me le confirmer, j'imagine, mais les prix des commerces, le prix du commercial en général est beaucoup plus volatile que le prix du résidentiel. Donc ça peut être un petit point faible, mais ça peut être en même temps une opportunité en ce moment. Je te laisse un petit peu nous expliquer tout ça et peut-être nous donner des chiffres sur la baisse qui a déjà eu lieu là dans ces derniers mois. N'hésite pas à donner quelques statistiques si tu les as en tête. Tout à fait. Non, je décorrélerai différents phénomènes et différents secteurs dans l'immobilier commercial. Et on va se concentrer sur l'immobilier de centre-ville plutôt que sur les commerces de centre-ville. Alors, soit, effectivement, ce marché a beaucoup souffert et ça n'est pas récent. En fait, depuis 2015, on peut remonter à 2015. 2015, on a eu les attentats terroristes qui ont fait fuir une partie des touristes et qui ont affecté directement le chiffre d'affaires des commerçants et la fréquentation des commerces. Ensuite, on a eu des grèves. On a eu ensuite les phénomènes des gilets jaunes qui ont été assez marquants et qui ont considérablement affecté les centres-villes, quels qu'ils soient, et les artères commerçantes. Ensuite, on a eu la crise Covid, qui là aussi a vu des fermetures, a vu, même s'il y a eu pas mal d'aménagements et notamment de prêts gouvernementaux pour aider les commerçants, bon, ça a été un élément très, très, très marquant. Je dirais que parallèlement à tout ceci, on connaît un phénomène qui est un petit peu inverse à toutes ces difficultés qu'ont connues les commerçants, à savoir que maintenant, on a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, notamment la façon dont les salariés et les gens qui sont en activité fonctionnent et travaillent. On se déplace moins, on utilise moins le véhicule, on utilise moins les transports en commun. On a peut-être, avec les risques de contamination, de crise, des gens qui restent beaucoup plus autour de leur domicile. Et du coup, on revoit une fréquentation des artères commerçantes et des centres-villes avec une consommation et une économie qui évoluent depuis la sortie de crise Covid positivement.
Et un des éléments qui est important, c'est de regarder quelle est la dynamique autour des commerces, en dehors de leur chiffre d'affaires et de l'évolution de leur activité. Il y a une étude qui est assez intéressante que l'on a regardée, qui est tout à fait récente, qui a été produite par Altares et qui donne la tendance sur la consommation des fonds de commerce par les nouveaux arrivants. Donc, le nombre de fonds de commerce qui a été cédé en 2022 a augmenté de 14,3%. Donc, c'est un chiffre assez important. Et la valeur des fonds de commerce a augmenté de 7,5%. Les fonds de commerce, c'est l'activité du locataire, c'est sa capacité à générer une clientèle, à faire un chiffre d'affaires et puis à obtenir un stock qu'il arrive à vendre. Donc, c'est un élément tout à fait positif qui va dans le bon sens, je dirais. Mais effectivement, soit on a un marché qui a beaucoup souffert dans les 7 dernières années et qui, pour ceux qui ont résisté à ces différents phénomènes, est extrêmement fort et extrêmement bien structuré maintenant. C'est exactement d'ailleurs les biens que nous recherchons chez Blox. Ce sont des biens de centre-ville, de consommation, de proximité, avec des cycles courts, des commerces de quartier, en fin de compte. Non, mais tout à fait. Je te laisserai un mot libre après sur Blox. Il n'y a pas de souci pour que tu puisses pas nous parler de votre activité. Et si un petit peu je parlais aussi en termes de prix d'immobilier, prix au mètre carré, si on parle vraiment de l'immobilier en lui-même, parce que là, les fonds de commerce ont souffert pendant un long moment. Aujourd'hui, ils vont un petit peu mieux et vont probablement aller de mieux en mieux. Ils ont quand même beaucoup morflé ces dernières années. Mais au niveau du prix de l'immobilier, est-ce que justement, il n'y a pas un moment à jouer? Alors certes, il y a une perte de valeur dans les mois précédents, mais est-ce qu'il n'y a pas un momentum dans les mois à venir lié justement à la hausse des taux, à tout ce contexte économique un peu spécifique qu'on est en train de connaître? Il est vrai que tu as tout à fait raison. Alors, premièrement, déjà, nous fonctionnons en fonction de données statistiques auxquelles nous avons accès, qui sont des données statistiques qui s'obtiennent sur abonnement et qui nous donnent de façon extrêmement précise la moyenne des loyers pratiqués, soit en fonction de l'activité du commerçant, soit en fonction de l'adresse du commerçant et de la rue. Bon, ça, c'est un élément qui montre que, effectivement, ces dernières années, on a eu un petit peu trop de pression sur les loyers. Les loyers étaient trop élevés et maintenant, on est en rattrapage par rapport au niveau de loyer qui était pratiqué. Deuxième élément qui est important, c'est la rentabilité des commerces ou le taux de rendement des commerces qui fonctionne également par rapport à des statistiques en fonction des transactions réalisées. Nous y avons accès et on peut dire que là, effectivement, là aussi, les taux de rendement qui avaient tendance à être très faibles pour les cœurs de ville se détendent un peu et augmentent très légèrement. Pour deux raisons. La première raison, c'est que effectivement, on l'a dit avant cela, il y a une tension sur les commerçants, donc une difficulté pour certains de réaliser ou d'atteindre les taux d'effort qui étaient demandés par les propriétaires avec des loyers élevés. Et deuxièmement, beaucoup d'investisseurs qui étaient, pour la plupart, comme on l'a dit déjà, des institutionnels, donc des professionnels, faisaient appel à de la dette pour pouvoir obtenir une meilleure performance au niveau de leur placement. Et les taux d'intérêt ayant augmenté significativement, forcément derrière, il y a moins de transactions, il y a un petit peu moins de pression sur l'offre par la demande, et du coup, les prix se détendent. Donc, les prix ont tendance à devenir moins onéreux, et pour le locataire au niveau de ses loyers, et pour l'investisseur au niveau du prix mètre carré payé, entre le loyer, le taux de rendement qui donne le prix mètre carré. Donc, on a une petite baisse de loyer et une plus grosse baisse du prix, ce qui fait que les rendements ont tendance à augmenter in fine pour les investisseurs de Blox, par exemple. Là, je te tends la perche, du coup, c'est le moment. Et vous, quelle a été un petit peu justement votre stratégie? On l'a senti un petit peu dans certains de tes propos depuis tout à l'heure. Tu parlais de commerce de proximité, peut-être des commerces spécifiques. Quelle est la stratégie que tu as établie avec Grégory au sein de Blox et pour essayer d'avoir une certaine sécurité, parce que c'est ça votre objectif, c'est d'avoir le moins de tournus, le moins de turnover possible, j'ai l'impression, et d'avoir un rendement qui est tout à fait correct en face. Là, on est assez convaincu qu'aujourd'hui le marché est tout à fait ouvert pour pouvoir saisir les meilleures opportunités. On a moins de concurrents au moment de l'acquisition. On a des prix qui se détendent, comme on venait de le dire, et des locataires sur ceux que nous choisissons qui sont en meilleure forme. Donc, c'est différent. Ces trois paramètres sont des paramètres assez importants. Alors, notre stratégie, c'est de démarrer par les secteurs les plus évidents, les secteurs les plus solides sur lesquels il y a le plus de chiffre d'affaires, à savoir Paris, les quartiers parisiens d'abord, et la toute première couronne. Ensuite, nous allons nous développer sur la France entière en choisissant, on va dire, les 30 villes les plus importantes de France et celles qui peuvent comporter une population de plus de 100 000 habitants. Pourquoi? Parce que ce sont, en règle générale, des marchés qui sont plus dynamiques
avec des chiffres d'affaires pour les commerçants meilleurs et une meilleure concentration des distances parcourues par les habitants vers leurs commerçants. Donc voilà quelle est la stratégie en gros, et je dirais que ce qui est important pour nous, c'est de choisir des commerces de taille acceptable, de pas chercher des enseignes internationales qui, elles, peuvent rencontrer des problèmes aux États-Unis, en Asie, et les répercuter sur la France. Nous, ce que l'on veut, c'est d'avoir des commerçants qui soient incarnés, donc des locataires incarnés, et être le plus proche possible de leur stratégie pour les accompagner dans leur développement. L'idée chez Blox, c'est de diviser la part détenue par un individu, par une personne sur les murs d'une boutique, la diviser le plus possible, puisqu'on offre la possibilité à chacun, à partir d'1 € de pouvoir investir dans des commerces. Pourquoi on les divise au maximum? C'est pour avoir une communauté la plus importante possible, avec l'espoir que cette communauté aille consommer chez le commerçant dont elle détient les murs. Et l'idée de se dire, si j'achète une partie des murs d'une pizzeria dans le 18e, comme c'est le cas actuellement, avec Luigi, un exploitant qui sera ravi d'accueillir les Bloxeurs, j'aurai non seulement une offre commerciale offerte par Luigi qui est de 10% sur l'addition globale, et en même temps la possibilité d'apporter à Luigi un chiffre d'affaires complémentaire qu'il n'aurait pas eu peut-être si je n'avais pas acheté une partie des murs de sa boutique. Et le réflexe d'aller chez soi plus souvent que d'aller chez des concurrents. Et en termes de typologie de commerce, est-ce que vous avez une cible particulière? Est-ce que vous êtes relativement ouvert est-ce que vous allez faire plutôt dans les métiers de bouche, plutôt dans, parce que je sais que par exemple le prêt-à-porter en ce moment souffre énormément. Voilà. Est-ce qu'il y a des secteurs que vous interdisez ou est-ce qu'au contraire il y a des secteurs que vous privilégiez? On privilégie effectivement les commerces de proximité et plutôt les commerces de bouche, puisque ce sont ceux qui actuellement font état du de la meilleure stabilité et de la meilleure évolution du chiffre d'affaires. On va privilégier dans un premier temps des commerces de taille, de petite taille, puisque sur Paris, il faut le savoir, il y a 61 000 commerces dans Paris intramuros. Sur ces 61 000 commerces, 97% font moins de 50 mètres carrés. Donc c'est ça typiquement le type de commerce que nous allons acheter. Et ces commerces-là sont des commerces un peu plus faciles à exploiter que d'autres, puisque les loyers sont très raisonnables, avec parfois un chiffre d'affaires qui est également raisonnable, mais toujours un taux d'effort qui est particulièrement bien maîtrisé. Donc le prêt-à-porter, comme tu le soulignais, effectivement, est un secteur qui est en difficulté, mais qui est en difficulté non pas uniquement à cause de la baisse de consommation, mais surtout à cause de l'augmentation des coûts de la matière première et puis l'augmentation du shipping. Le prêt-à-porter, on le sait, a été principalement délocalisé vers l'Asie. Donc, fabriquer en Asie et faire revenir de l'Asie dans le centre de Paris, dans une boutique, ça coûte cher. Et donc, malheureusement, les commerçants ont souffert de cela. Et en même temps, l'e-commerce les a pas mal affectés, puisqu'on achète maintenant, quand on connaît sa taille, plus facilement en ligne une marque que l'on a déjà achetée, plutôt que d'aller se déplacer dans une boutique. Donc, effectivement, ça n'est pas une de nos cibles prioritaires. Toutefois, on regardera très attentivement quelles sont les différentes composantes de notre scoring pour pouvoir faire de bonnes affaires. Mais on ne vise pas, et ça c'est important, on ne vise pas des enseignes internationales ou des chaînes internationales, parce que ce que l'on veut, c'est que l'expérience se passe avec l'occupant et avec le commerçant qui lui-même est très directement concerné par son propre chiffre d'affaires. Et l'exploitant de la boutique Zara rue de Rennes aura un petit peu moins de sensibilité vis-à-vis de Blox que le boucher ou le pizzaiolo. Dans les secteurs qui se portent bien ces derniers temps par rapport aux cibles que nous avons, il y a effectivement le restaurant, il y a l'épicerie, il y a la boulangerie. Donc ces trois catégories-là vont faire partie du choix que l'on va offrir sur les prochaines boutiques mises en ligne. C'est normalement pour la rentrée, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Voilà, c'est pour la rentrée, tout à fait, septembre. Il y en aura combien pour le moment aujourd'hui? C'est quoi l'objectif? Nous avons pour l'instant, 5 boutiques qui nous sont réservées. Donc il y en aura certainement 3 en plus de celle qui a été mise sur le marché que l'on proposera à la rentrée. Et la 5e avant la fin de l'année, bien sûr. D'accord. Donc on aura un petit peu de choix à la rentrée dans le fameux magasin Blox que Grégory me promet tant. donc j'ai hâte de voir ça. Je rappelle rapidement que Investissement Facile est partenaire avec Blox. Donc vous avez le code IF1 que vous pourrez saisir dans l'inscription et qui vous permettra d'obtenir un bonus de 4% sur le premier bien
Pour les autres biens, a priori, c'est pas encore défini, mais ce sera au moins 2% d'après ce que j'ai négocié. Donc voilà, tenez-vous au courant sur les différents réseaux, je vous tiendrai au courant. Merci à toi, Olivier, merci pour ton temps. Et puis, ça a été très intéressant. J'ai appris certaines petites choses, même si j'avais déjà embêté Grégory à ce sujet-là, j'ai quand même appris des petites choses, donc c'était très sympa. Je te remercie. À ta disposition tous pour répondre à d'autres questions et à ta disposition, Alexandre, pour recommencer cet exercice et le compléter. Super. Et puis, je mettrai bien sûr les liens vers Blox, que ce soit vers les réseaux ou le site web. N'hésitez pas à aller leur poser des questions. Ils sont très actifs et ils vous répondront avec plaisir. Bonne journée, Olivier. Bonne journée. Merci, Alexandre.